Ce qui va suivre est un podcast du CR 451, Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique. Chaque fois que vous entendrez ce signal sonore, une information sera affichée à l'écran. Merci de votre attention et bonne écoute. Bonjour, DST numéro 7. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un sujet ô combien d'actualité. Nous allons parler justement de défense européenne, d'industrie de défense européenne. Il semblerait effectivement qu'on s'oriente vers une telle voie. Or, et c'est là le problème, est-ce que parler d'une industrie de défense européenne est pertinent au regard de toutes les incohérences qu'on a pu mettre en évidence dans le rapport entre la France et l'Allemagne dès lors qu'il y avait une démarche de coopération entre les deux pays pour fabriquer du matériel militaire. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui et pour traiter ce sujet aujourd'hui, nous avons donc invité Patrick Cancel qui est le président du cabinet Artem qui fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence, cabinet qui est spécialisé sur les questions de défense, de sécurité et de gestion de crise. Donc, Patrick Cancel, bonjour. Bonjour Christian. Et à mes côtés, il y a bien entendu Arnaud de Morny, qui est mon adjoint et qui gère avec moi, ainsi que Tech5, la production de ces fameux DST. Arnaud, bonjour. Bonjour à tous. Il est aussi important, et c'est un des buts de notre podcast d'aujourd'hui, c'est que au-delà des postures, au-delà des discours idéologiques plus ou moins sérieux sur le marché unique de la défense, la base industrielle et technologique de défense européenne, l'autonomie stratégique européenne, la souveraineté européenne, il est important, et c'est un des buts, c'est de revenir à ce qu'il y a de plus concret, de plus élémentaire, et par cela même le plus démonstratif, c'est-à-dire la réalité du déploiement des accords, où ils en sont, quelles sont les logiques qui sont à l'œuvre, quels sont les acteurs industriels, commerciaux, les ingénieurs, etc. Et je remercie Patrick de nous faire cette explication. Alors, avant de donner la parole à Patrick, précisons que nous allons centrer tout le DST sur un cas d'école, qui est le programme de chars futur franco-allemand MGCS. Et ce cas d'école, on peut lui mettre un sous-titre. Est-ce que c'est un projet de coopération ou est-ce que c'est plutôt l'illustration d'un rapport de force entre les deux pays que sont la France et l'Allemagne, qui sont dans ce domaine-là, non pas un couple, mais plutôt deux puissances dont les intérêts divergent sur pas mal de sujets. Alors Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler un peu justement le cadre de réflexion sur cette coopération militaire? Parce que on va parler du programme de chars MGCS, mais il y a déjà eu d'autres cas de coopération militaire. Alors comment toi tu vois le bilan de ces cas précédents et pour mieux justement entrer dans le cas présent qui est le fameux cas MGCS? Alors oui, tout à fait, Christian. Il y a déjà eu des projets de coopération à l'échelle européenne sur le thème du char de combat, donc ce thème spécifique du char de combat. On peut noter un premier projet qui était un projet NATO, qui était plutôt un projet germano-américain, qui s'appelait MBT 70 et qui a échoué, trop complexe. C'était à quelle époque ça? Alors on est dans les années 70. D'accord. Et les Allemands fournissent déjà pas mal de technologies aux Américains sur le thème du char. Et on cherche à avoir une convergence en termes de cahier des charges. Ils ne vont pas y parvenir. Et suite à cet échec, une deuxième coopération est lancée, un deuxième projet de coopération, qui est celui du char franco-allemand EPC, qui est signé en 82 entre la France et l'Allemagne et qui vise à faire un char en, grosso modo, séparant deux compétences. La mobilité, le châssis sera côté allemand, le système d'armes sera côté français.
Oui, parce que ça, c'est un point important. Moi, j'ai fait mon service militaire au 503e régiment de chars de combat à Mourmelon et avec des AMX-30 à l'époque. Et c'est vrai qu'un des problèmes du AMX-30, c'était le moteur. En comparaison, un des savoir-faire allemands sur le blindé et le char de combat, c'était son avantage et sa qualité, c'était justement le moteur. Le moteur allemand était plus performant que le moteur français. Alors, il y a aussi un effet d'échelle. On est sous des proportions qui ne sont pas les mêmes quand on compare les programmes de chars français et allemands. On va y revenir sans doute. Mais il y avait une vraie répartition des tâches, effectivement, qui permettait de s'appuyer sur des cœurs de compétences. Ce programme va échouer. Mais il échoue. Alors pourquoi il va échouer ? Il va échouer déjà pour des questions de doctrine. Le char, c'est le pion élémentaire du combat terrestre allemand. Il est extrêmement sensible, le char, dans la configuration des forces armées. C'est un pion lourd qui a vocation à encaisser le choc du pacte de Varsovie. Donc, extrêmement protégé, quand le char français a une vocation plus ouverte. L'armée française est engagée sur des théâtres multiples. On doit pouvoir se déplacer, être transporté, être beaucoup plus souple en termes d'usage. On n'a pas la même tradition en termes de cavalerie que nos voisins allemands. Donc doctrinalement, il y avait déjà une différence qui se traduisait par une grosse différence de masse. Il y a un deuxième enjeu, c'est celui du calendrier. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà en 1982, qui existe aujourd'hui dans le cadre de MGCS. On a un premier sujet qui est calendaire. Au moment où on signe le projet franco-allemand en 82, le Léopard 2 est déjà en production. Ils ont un char nouvelle génération en production avec des commandes pour la Bundeswehr. Je t'arrête une seconde. Comment expliquer qu'ils ont un char en production et en parallèle, ils signent un projet de coopération sur un autre modèle de char ? Où est le problème là ? Alors, le problème est sans doute à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est une illusion politique ? C'est-à-dire qu'on fait passer l'impératif de coopération avant la réalité opérationnelle et industrielle. Est-ce que c'est cela ? C'est-à-dire une forme d'auto-intoxication ? Je ne suis pas sûr que le côté allemand, qu'à Bonn à l'époque, on se dise, on fait semblant de faire une coopération. Il y a une vraie volonté de coopérer. Mais la réalité industrielle n'est pas du tout la même côté allemand. Et au moment où les premiers chars sont produits côté allemand, on a déjà des prototypes qui ont été faits, on a les premières productions qui sont initiées, les contrats sont signés, eh bien, on peut se dire, ce programme de chars franco-allemand, c'est pas pour demain, c'est pour dans 10 ans. Dans 10 ans, on fera un char franco-allemand. On est en pleine guerre froide, on consomme du char, enfin on en produit beaucoup, on ne les consomme pas beaucoup, mais on en produit beaucoup. Et donc, finalement, on peut se dire, le Léopard 2, c'est un char de transition, et on fera peut-être un char franco-allemand ensuite. La réalité ne sera pas celle-ci. D'accord. Donc, projet EPC, deuxième projet, échec. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Parce que 40 ans plus tard, le Léopard 2, il est encore en service. Et il est encore produit, voire il gagne des parts de marché. Le Léopard 2, il est en service et produit. Les Allemands ont aujourd'hui en service à l'international presque plus de 4500 chars. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des marchés export. Et on va voir le nombre de pays qui ont acheté du Léopard 2. Le Léopard 2 couvre une vingtaine de pays dans le monde. Mais est-ce qu'en 1970, se dire dans 10 ans, alors que une chaîne de production vient de démarrer, est-ce que la durée de vie d'un programme de chars, c'est 10 ans ? Est-ce que c'est 10 ans ? Est-ce que c'est 30 ? Est-ce que c'est, à l'évidence, c'est au moins 40 ans, puisque le Léopard 2, c'est plus de 40 ans. Et donc, au moment où ils prennent la décision... En 81, le deuxième... Le deuxième, en 82. Deuxième projet de coopération. Donc, les professionnels, les stratèges, les généraux qui s'occupent de cavalerie lourde, les régiments de blindés, eux doivent savoir que la durée de vie d'un blindé, c'est un peu plus que 10 ans. Alors, à l'époque, les cycles sont un peu plus courts qu'aujourd'hui, mais vous avez tous les deux tout à fait raison. Le Leclerc aura, en 2040, plus de 50 ans de service. Donc, on est sur des cycles beaucoup plus longs. Par contre, si vous partez un petit peu en arrière, Seconde Guerre mondiale, des générations de chars, mais tous les ans, on a une nouvelle génération de chars. Et les gens qui sont aux manettes en 82, c'est des gens qui ont vécu cette guerre-là et qui n'ont peut-être pas la même logique du point de vue industriel que celle qui est devenue la logique industrielle des pays occidentaux dans les années 80. On n'est plus du tout sur les mêmes logiques, les mêmes programmes, ni les mêmes besoins opérationnels. Est-ce que tu es en train de dire... Probablement une partie de cette intoxication, excuse-moi. Est-ce que tu es en train de dire qu'en 1982, il faisait déjà la confusion entre économie d'achat de guerre et l'économie de guerre ?
Non, mais c'est sans doute l'inertie stratégique. C'est souvenir, quelque part, de un char. Tu pars d'un FT-17, tu as des FT-17 de 1917 qui sont encore en service en 40. Tu te retrouves avec des Sherman, tu te retrouves avec des Panthers, y compris dans l'armée française, et des AMX-13 qui arrivent 10 ans plus tard. Ça va très vite, l'innovation. Et on se dit sans doute, pour une partie, c'est sans doute pas la seule raison, que c'est pas ça vraiment le sujet, que la coopération est un objectif politique de coopération et que on pourra adapter les cycles de production industrielle. Sauf qu'à la manœuvre, on n'est pas en économie de guerre, on a des stratégies industrielles. Bien sûr. Alors pourquoi, quand est-ce que l'échec est officiel ? C'est-à-dire quand est-ce qu'il est conseillé ? Très vite. C'est 82, 83. On sait dans le 82, je crois que c'est mort en 83. Ah oui. Ouais, ça dure un an et demi et c'est fini. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres contrats de coopération après ? Sur les chars, non. C'est les deux seuls ? Oui. D'accord. On a des projets sur d'autres véhicules, des projets franco-germano-britanniques, comme le projet MRAV GTK. Les Anglais vont se retirer, les Français vont se retirer. Ça va un peu capoter, surtout quand on se retrouve avec deux partenaires, les Allemands et les Néerlandais, donc Krauss-Maffei et Mack aux Pays-Bas, et que Rheinmetall, l'industrie allemande, va manger Mack et que le programme devient un programme complètement allemand. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de prédation du côté de Rheinmetall, qui est un acteur clé dans ce projet MGCS, qui a une stratégie de conquête de marché, qui est complètement différente de celle de son homologue Krauss-Maffei, qui est le partenaire dans MGCS, au sein de KNDS. Alors, justement, on en arrive au 3e programme de coopération, qui est actuel, qui représente quand même un enjeu très important. Si on écoute les différents chefs de pouvoir exécutif européen, surtout dans le contexte guerre en Ukraine ou post-guerre en Ukraine, et les effets d'annonce récents, et j'en reviens à cette idée de défense européenne, et j'en reviens à cette idée d'industrie défense européenne, ce projet MGCS, comment aujourd'hui on peut le considérer ? Est-ce qu'il est plus sérieux que les deux précédents ? Est-ce qu'il a une chance d'aboutir ? Comment évaluer ce projet ? Mon analyse personnelle, ça n'est qu'un projet à ce stade et il ne va demeurer qu'un projet. Il y a déjà eu des financements qui ont été votés pour des recherches, évidemment, une ventilation sur laquelle on reviendra, un partage industriel qui a été acté. Ce char n'est pas un char. MGCS n'est pas un char. C'est un système de combat dans lequel il y aura un char. Et donc, il y a une confusion au départ entre ce qu'est MGCS, qui est un système de système, y compris un char, et ce que nous, on voit comme étant un futur char, c'est-à-dire un truc avec des chenilles et un système d'armes. Ce truc avec des chenilles et un système d'armes, le char physique, il ne sera pas franco-allemand. Il sera allemand. Et il va s'intégrer dans un système où les Français vont avoir des petites parts, des sous-systèmes, mais pas du tout une partie du char. Alors, et donc, il faut le concevoir complètement différemment MGCS. MGCS, en fait, ne sera pas un char, c'est autre chose. Alors, cette remarque, elle est vitale dans la mesure où on comprend bien que dans ces jeux d'acteurs, il y a deux pays. Il y a d'un côté l'Allemagne. L'Allemagne qui a donné, historiquement parlant, je reviens à la Seconde Guerre mondiale, une extraordinaire leçon à la France en 1940 sur la conception des chars, mais surtout sur l'usage des chars et la manière dont stratégiquement on a combiné l'arme aérienne et l'arme blindée. Et tu soulignes un point, c'est que les chars français étaient très bons, c'est le système qui était défaillant côté français, notamment exactement, les transmissions, et MGCS sera un système. Voilà, c'est pour ça. Mais absolument. C'est pour ça que je souligne ô combien l'importance, c'est que c'est pas un problème si nouveau, c'est-à-dire qu'on a déjà, nous, France, commis une erreur majeure dans l'interprétation du système d'armes, et aujourd'hui, on se rend compte que les Allemands, de nouveau, sont plus avancés que nous, puisque ce système, avec derrière le matériel, visiblement, ils sont en train de prendre la main sur ce projet. Alors, je nuancerai. Avec Scorpion, la France a fait des efforts considérables et on a quand même des acteurs technologiques qui sont à la pointe. D'accord. Dans le système de systèmes, l'interopérabilité, la numérisation, on a quand même des très très belles boîtes et les Allemands nous reconnaissent ça.
Eux sont très bons dans le système lui-même, c'est-à-dire le char de combat. Ils sont bons. Le Leclerc est un excellent char. Le Léopard est un bon char aussi. J'ai pas dit excellent, mais c'est un bon char aussi. Mais le système de système, la France a quand même pris une longueur d'avance en lançant ses programmes précocement autour de Scorpion et de la numérisation. Et là, pour le coup, on a vraiment mis le doigt sur des sujets qui étaient des sujets très dimensionnants pour l'avenir des systèmes d'armes. Alors ça, dont acte, mais est-ce qu'on a le matériel qui suit? Alors, on a fait un effort sur certaines plateformes. On a fait des petits efforts pour maintenir le char Leclerc. On n'est pas au niveau de ce que les Allemands ont fait. Et ça, c'est sans doute un enjeu, c'est d'aborder la dimension de ce qu'est aujourd'hui le Léopard. Le Léopard, c'est une arme économique. Le Léopard, il repose sur une stratégie commerciale, une stratégie marketing extrêmement brillante et qui date du Léopard 1. D'accord ? Donc ça fait 50 ans que ça fonctionne. Et l'une des clés de voûte de ce système, c'est ce qu'on appelle le Léoben, le club Léopard. C'est-à-dire qu'on a une communauté d'utilisateurs du Léopard 1, puis du Léopard 2, qui travaillent ensemble au développement, à la recherche, à la modernisation des chars qui les ont en commun. On a 14 pays dedans qui sont tous utilisateurs de chars Léopard, aujourd'hui de Léopard 2, et qui échangent entre eux, financent entre eux des développements, de la recherche-développement. Ça veut dire qu'on ne va pas comparer uniquement combien les Allemands ont vendu de chars dans le monde, combien les Français ont vendu de chars dans le monde. La comparaison est assez vite vue. En tout et pour tout, depuis 1945, les Français ont exporté 3500 chars, les Allemands près de 13 000. Et aujourd'hui, en service dans le monde, on a encore un petit millier de chars français au niveau national et export, quand les Allemands en ont plus de 4500. Donc en termes de proportion, il y a un parc de matériel allemand qui est considérable. Mais ce n'est pas ça la force de frappe commerciale. La force de frappe, c'est qu'il y a un club d'utilisateurs qui fonctionne à plein régime, qui fait des dérivés du char, qui fait des développements du char. On est au 2-7, on envisage le 2-8. Et ça, c'est fait au niveau étatique des pays qui possèdent des chars, c'est-à-dire les gouvernements et les forces armées. Ce n'est pas le niveau industriel qui est partie prenante, mais c'est au niveau étatique qu'on a une communauté d'États utilisateurs. Elle est où la communauté d'États utilisateurs du char Leclerc ? Alors, cette question-là, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à tous les problèmes qui apparaissent derrière ce fameux programme de coopération. Visiblement, il y a deux pays qui fonctionnent sur des logiques différentes. Sur des logiques différentes en termes de structuration même de l'industrie de défense, sur des logiques différentes en termes de logique de conquête et de pérennité de la conquête de cette industrie de défense particulière qui est le char d'assaut. Et puis, il y a aussi, et c'est bien le problème, semble-t-il, des logiques différentes dans la vision même que l'Allemagne peut avoir d'une Europe de la défense. D'ailleurs, il ne parle jamais d'Europe de la défense. Il parle de la défense de l'Europe, ce qui n'est pas du tout la même chose, alors que nous, en France, on parle d'Europe de la défense et on parle d'industrie de défense européenne. Donc, j'aimerais que vous nous éclairiez justement sur ces deux mondes, parce que le problème dans un pays comme la France, quand on écoute les chaînes d'infos en continu, quand on essaie de voir comment les médias rendent compte, quand ils le font d'ailleurs, ce qui n'est pas courant, de ces sujets, finalement, on n'a pas cette largeur de champ d'analyse, on n'a pas cette profondeur historique de compréhension, et surtout, on ne nous explique jamais pourquoi la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre, ce sont deux puissances qui fonctionnent avec des dynamiques totalement différentes. Alors, il y a deux réponses, en fait. Il y a une réponse côté français, je vais commencer par la France, qui est très ambivalente. Aujourd'hui, on considère que la France a été visionnaire, à parler de défense européenne, de souveraineté. Et c'est vrai qu'en termes de posture, la France, gaullienne, a toujours revendiqué cette posture-là. Ça n'a pas été suivi du point de vue budgétaire. Depuis les dividendes de la paix, et même avant, l'armée, c'était la variable d'ajustement. Et la stratégie industrielle consistait essentiellement à rentrer dans les clous du budget. On a eu très très peu de programmes qui visaient à alimenter l'industrie le temps que l'export se fasse ou le temps qu'un nouveau programme arrive. Ça a été très minimaliste. Et il y a un rapport du Sénat qui est sorti en novembre 92, où Philippe Deloul, qui est rapporteur du Sénat, nous dit la chose suivante. La cible initiale de Leclerc, c'était 1500 chars.
Avec les accords de désarmement du traité FCE sur les forces conventionnelles en Europe, le désarmement va nous conduire à passer sous la barre des 1300, sachant qu'on a d'autres véhicules blindés qui rentrent dans la gamme des chars, notamment les AMX-10RC, qui sont des véhicules roue-canon, qui ne sont pas vraiment des chars, mais les soviétiques ne veulent pas les laisser de côté. Ce sont des systèmes d'armes 105 mm très puissants. Ils veulent les compter parmi les chars. On accepte. Et donc il dit, on va partir sans doute sous les 1200, voire sous les 1000 chars, et ça va devenir alarmant. Alors bien sûr, le contexte n'est pas le même que 30 ans plus tard. On a d'autres systèmes d'armes sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, on a 250 chars. Il faut avoir en tête que la Russie produit aujourd'hui des centaines de chars. Des chars neufs, elle rétrofite des vieux chars. Elle récupère les chars sur le champ de bataille. Mis bout à bout, elle produit entre 800 et 1500 chars par an. On n'est pas au niveau de production de l'Union soviétique, mais entre des chars modernisés issus de ces vieux stocks et des chars neufs qu'elle produit, et c'est pas des Armata, hein, c'est du T-90, eh bien, on a des volumétries qui sont gigantesques. Alors évidemment, on a d'autres systèmes en face. Mais l'attrition fera qu'une fois qu'on a consommé nos munitions, eh bien, les chars passeront. La posture allemande, de l'autre côté, elle vise non seulement la pérennité, mais au développement de l'industrie de défense. Le char allemand, c'est pas qu'un outil des forces armées. C'est un produit commercial, c'est un cheval de Troie du business et de l'industrie allemande à l'international. C'est-à-dire qu'on considère que ce char est un produit à exporter et tous les moyens sont déployés pour permettre sa vente. Le club Léopard permet d'entretenir cette communauté-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a des stratégies qui ont été mises en œuvre 2 fois. Une fois en 91, au moment du traité sur les forces conventionnelles en Europe. Alors ça date, c'est la fin de la guerre froide. Les forces armées sont limitées à l'ouest et à l'est de l'ancien rideau de fer. On a des limitations des volumétries de chars. Que fait la France? Elle annule ses commandes de Leclerc. On devait avoir 1500 Leclerc, on est plafonné à 1300 chars, on finit par en vouloir que 800, puis 450. Donc on va limiter les commandes. Les Allemands qui avaient commencé la production continuent à produire. Et qu'est-ce qu'on fait? On cascade les matériels d'occasion. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cascader? Eh bien, on les donne ou on les vend pour un prix symbolique à des pays qui ont besoin de chars. On étouffe la concurrence. L'industrie brésilienne de défense, qui vend des blindés, qui essaye d'exporter un char, ne parvient plus à exporter parce qu'en face d'elle, elle a des Léopard 1, voire des Léopard 2 d'occasion, vendus à un prix symbolique, qui viennent étouffer les marchés export. Une fois qu'on est présent, eh bien, on a de la maintenance, on a des munitions, on a des pièces détachées, on entre dans le club Léopard et on co-développe une évolution du char. On ne va donc pas quitter le monde du Léopard puisqu'on est contributeur et on est partie prenante. Deuxième opération équivalente, eh bien, elle a eu lieu grâce à l'Ukraine. Ça s'appelle le Rhintausch. On récupère dans les pays européens du vieux matériel soviétique qu'on avait encore dans les pays nordiques, dans les pays de l'Est, en échange de matériel allemand d'occasion qui vient du parc de la Bundeswehr. Comme ça, je place du Léopard et d'autres systèmes dans ces pays-là en échange de matériel ex-soviétique que je donne à l'Ukraine. Donc là, on est bien dans une stratégie de conquête. Ah mais complètement. Par l'occasion. Par l'occasion, mais avec une unité de pensée. C'est-à-dire qu'il y a cette stratégie industrielle avec des acteurs industriels bien précis, allemands. Et puis, il y a aussi, en toile de fond, quand même, une vision politique qui se cache derrière. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Il y a une vision politique, une vision culturelle. L'industrie allemande a un système de pensée, et aussi à 451, c'est un peu le cheval de bataille, c'est votre cheval de bataille. C'est le principe du Mittelstand. Alors, c'est quoi le Mittelstand? Ce sont des PME, mais attention, des PME, vous avez des entreprises de 8000 salariés qui se revendiquent du Mittelstand, qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ce sont des leaders mondiaux, inconnus du grand public. Alors, d'où naît ce concept, d'ailleurs? Ça naît du caméralisme luthérien, c'est-à-dire du fait que le prince doit s'impliquer dans l'économie au profit de ses sujets. Donc l'économie n'est pas laissée à elle-même. C'est pas du libéralisme à l'anglo-saxonne. Le prince joue un rôle dans l'économie. Et donc ce caméralisme a contribué finalement à l'émergence d'un système qui est tout à fait original, où l'État est contributeur, mais tout en laissant une grosse marge de manœuvre aux industriels. Et tu es au niveau local, autour d'une entreprise du Mittelstand. Imagine une très belle boîte. Tu n'as pas de produits chez toi qui viennent chez Rheinmetall ou chez Krauss-Maffei. C'est des marques qui sont inconnues du grand public. Eh bien, elles ont un écosystème constitué de sous-traitants, de partenaires, de labos de recherche universitaires qui sont sur le même territoire. Ma banque est sur mon territoire.
Mon club d'entrepreneurs, je le fréquente, je l'anime. Je finance la recherche-développement de mes fournisseurs pour être sûr que mon écosystème reste à mon niveau. Quand tu compares avec la mise en compétition systématique via appel d'offres des entreprises françaises biberonnées au libéralisme anglo-saxon, tu te dis qu'il y a un vrai problème conceptuel. Oui, puis je vais plus loin. Si on compare aux fameuses manufactures royales qui ont été créées sous la monarchie absolue, on n'est pas tout à fait dans la même logique, en fait. Non, puisque l'industriel conserve sa marge de manœuvre. Simplement, les moyens sont mis à sa disposition et le cadre est préservé. Ce qui est intéressant dans le Mittelstand, c'est que certaines entreprises françaises très connues du monde de la défense l'ont adopté. Et comme par hasard, le hasard n'existe pas, ce sont des entreprises souvent franco-allemandes. Tu prends Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère a constitué autour d'elle, dans le sud de la France, un écosystème de start-up et d'entreprises qu'elle anime, qu'elle émule sur le modèle allemand. Naval Group, alors Naval Group, elle n'est pas franco-allemande, elle est française. Elle a le même mode opératoire. Donc on a des entreprises qui ont un système de développement collaboratif, collectif au niveau du territoire, qui est très vertueux. Alors maintenant, tu viens leur dire, écoutez, on va faire un programme de coopération. Ton partenaire qui t'est loyal, si tu es allemand depuis 150 ans, eh bien, tu vas le mettre sur la touche et tu vas prendre une boîte italienne, une boîte française, une boîte anglaise. Forcément, ça vient heurter le système. Génétiquement, ça pose un problème. Donc déjà là, on aura des réticences. Sur un système comme le véhicule de combat d'infanterie Puma, le gros chenillé d'infanterie allemand, la part import, c'est moins de 1%. C'est complètement marginal. On n'importe que ce qu'on ne sait pas pouvoir produire sur place. Le reste est fait entièrement en Allemagne. Ils sont complètement autonomes. Et donc déjà là, on a ce problème-là entre l'approche collective du Club Léopard, entre la stratégie commerciale du cascading, de parc d'occasion, parce qu'on a des milliers de chars sous la main pour faire ce cascading, et cet entrisme sur les marchés export, et la génétique du Mittelstand. On a 3 paramètres fondamentaux qui font qu'un programme de coopération comme MGCS va poser des problèmes de mise en œuvre. Alors, nous, en phase, juste pour bien rappeler la comparaison, on n'a pas créé de Mittelstand. Certaines entreprises s'en sont inspirées, comme tu dis, au cours des décennies qui viennent de s'écouler, mais ce n'est pas un modèle français à part entière. C'est plutôt une copie du modèle allemand. Ou une aspiration, ça peut être spontané, tout à fait. Un Naval Group, je ne suis pas sûr qu'il soit allé benchmarker les boîtes allemandes pour avoir des bonnes pratiques. C'est plutôt rassurant aussi sur notre capacité de... Tout à fait. Alors, il y a déjà ce décalage, disons, qui a été partiellement comblé, soit par une créativité purement française, soit en s'inspirant de réalités allemandes. Ensuite, je reviens sur la notion d'ancrage territorial. Les manufactures royales, qui ont pendant très longtemps été la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est-à-dire que quand le politique français décide de mettre fin à des activités, visiblement, l'ancrage territorial qui existe en Allemagne et qui pèse sur la vie politique allemande, j'ai pas le sentiment qu'en France, il soit aussi important et avec autant de résonance. Quand on a décidé à Paris de supprimer une activité manufacturière, héritage de ces fameuses manufactures royales, c'est une signature, ça se décide dans le cabinet du Premier ministre et éventuellement à Bercy, etc. Et puis c'est acté et c'est terminé. Donc, on a un problème là, que cette dissonance. Comment elle est gérée ? Alors déjà, le territoire, je pense qu'il faut le percevoir différemment du côté français. Tu prends la dissuasion nucléaire, on n'est pas sur un ancrage territorial. Néanmoins, tu as un écosystème qui est dynamique, qui est coordonné depuis des décennies, qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas la seule. Autour de Dassault, tu as également un écosystème d'entreprises qui fonctionne plutôt bien. Donc on n'est pas sur un territoire géographique comme côté allemand. On n'a pas une absence de stratégie industrielle en France. Par contre, on se heurte à un problème de taille, c'est le budget. La France est un pays pauvre parce qu'elle ne considère pas ses programmes de défense comme quelque chose de, pardonne-moi de prendre un terme anglo-saxon, bankable au niveau commercial. On a, et c'est particulièrement vrai sur le char de combat, ça l'est moins sur le Rafale. Aujourd'hui, on est très très fiers de pouvoir exporter du Rafale. C'est pas ce qu'on lisait il y a 15 ans dans les médias. Eh bien, on a un vrai traumatisme Leclerc. On a un traumatisme Leclerc qui repose sur 2 choses. La première, on a eu très peu de prototypes. Le char a été lancé en série, on avait eu 7 prototypes.
Aucun marchait correctement. Les premiers qui ont été livrés aux forces armées fonctionnaient pas bien. Et puis on a un choc culturel. C'est comme si tu prenais un aviateur, tu le sors d'un biplan, tu le mets dans un Rafale. Forcément, tu ne comprends pas ce système, tu as de la formation très lourde, tu es dans quelque chose de complètement nouveau. Et il y a eu un choc culturel dans cette nouvelle génération de chars de combat. Mais aussi beaucoup de dysfonctionnements parce qu'on n'avait pas les budgets pour faire beaucoup de prototypes et prendre le temps de déverminer correctement ce char. Donc des dysfonctionnements qui ont créé une légende. C'est un char qui ne fonctionne pas. Et c'est une légende. C'est un très bon char, le char Leclerc. C'est un bon char, le char Leclerc. Deuxième traumatisme, le coût du char à l'export. Quand on a gagné le marché aux Émirats, tout le monde disait mais on n'y arrivera jamais, c'est un trop gros morceau, c'est des milliards. On a perdu, Jet Industries à l'époque, Nexter, puis KNDS France, a perdu énormément d'argent dans ce contrat. On a perdu jusqu'à 1 milliard de francs par an en termes de résultats financiers de l'entreprise. 3 plans sociaux, on passe de 18 000 à 15 000 à 12 000 à 6 000 à 2 500 personnes en 2005. Et pourquoi on a perdu tout ça ? Alors, l'entreprise est présentée comme le canard boiteux de l'industrie française. En fait, sur le contrat des Émirats, par manque de confiance dans la capacité de l'industriel à remplir son contrat, on a provisionné pour risque des centaines de millions d'euros. À la fin du contrat Émirats, Nexter a récupéré l'argent des provisions pour risque. Ça représente, chiffre à vérifier, mais j'ai en tête 700 à 800 millions d'euros qui ont été récupérés. Ça couvre une grande part du déficit que l'entreprise a connu année après année. Provision pour risque. L'entreprise a été coulée par des experts comptables. Oui, et là on voit quand même, on reste sur le char. Oui, et puis, on n'est pas chez Dassault. Précisons bien quand même la différence. Mais on voit bien que dans l'industrie du char française, on est dans un espèce de modèle un petit peu particulier, pas forcément exemplaire, et où on voit que quand tu dis que l'entreprise est coulée par des experts comptables, c'est parce que quelque part aussi, il n'y a pas de vision. Là, on est très très loin de ce que tu décrivais par rapport au modèle du Léopard, et avec toutes ces logiques de conquête commerciale et les éléments qui vont bien pour y arriver, le pragmatisme sur le char d'occasion, le club client et le dialogue articulé à l'intérieur, etc. Donc, l'industrie de défense côté char de combat en France, c'est pas du tout la capacité d'assaut, d'exportation de l'appareil de combat volant, c'est plutôt une industrie qui a quand même un gros passif stratégique. Si l'expertise comptable se substitue à la vision export et conquête, c'est un drame. Mais on l'a soldé, ce drame. Les experts comptables, on les a montrés comme les coupables, où tout ça est passé une fois de plus comme des miettes sous le tapis, on n'en parle pas et on continue, sauf que là, on est de nouveau devant un problème majeur, avec en plus une société qui est à la fois française et allemande, KNDS, mais... dont le siège est aux Pays-Bas. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle de la même chose entre KNDS Allemagne et KNDS France. Alors, il y a plein de questions dans ce que tu viens de dire. Déjà, il y a un problème de gouvernance et de statut. Dassault, c'est une entreprise privée. Jet Industries a un statut privé, Nexter, mais le seul actionnaire, c'est l'État. Donc, quand le président est nommé PDG de la boîte, il est nommé avec un mandat, une feuille de route. Et cette feuille de route vient de l'État. Il n'y a pas une stratégie autonome. Il aura une stratégie à la marge, mais nos PDG successifs ont rarement eu une marge de manœuvre, ne serait-ce que pour orienter un problème de coopération. Souvent, on n'a pas grand-chose à dire quand on est patron de Nexter. Ça a changé avec les années, évidemment, et ça dépend beaucoup des personnalités des présidents qui ont été à la manœuvre. Mais l'entreprise était déjà biaisée par ce statut-là. Ah, ça, c'est un point important qu'on oublie de préciser et qu'il faudrait parfois expliquer aussi à certains hommes politiques français, et pas forcément ceux auxquels on pense d'habitude, c'est que la culture d'État dans les entreprises,
c'est pas une culture d'accroissement de puissance par l'économie. C'est pas une culture de conquête, c'est une culture de feuille de route. C'est un point très important. On saute pas comme un cabri en disant la souveraineté. Derrière, il faut l'enrichissement de la France, il faut des logiques de conquête économique, il faut des systèmes adaptés, et ces systèmes adaptés, ils sont pas anodins, ces systèmes adaptés. Là, tu es en train de nous expliquer que pour conquérir, il faut du capital privé, il faut de la stratégie adaptée à la conquête et non pas des feuilles de route politiques qui tombent du ciel comme ça et qui aboutissent, et ça c'est dans l'industrie du char, c'est caractéristique, à un échec. La principale feuille de route pour GM Industrie Nexter, ça a été « mettez fin à ce déficit ». En termes de stratégie industrielle, on ne peut pas dire que ça va permettre d'ouvrir des horizons, hein. On était vraiment dans il faut arrêter de perdre 1 milliard par an. Mais l'essentiel de ce milliard était lié aux provisions pour risque du contrat émérien. Donc des stratégies pour aller de l'avant, c'était délicat. À l'époque, on a fait un contre-plan social en 2005 avec le même montant que ce qui a été injecté pour liquider une grande partie de l'entreprise et pour réinvestir les marchés export. Et ça a eu zéro écoute. Au niveau de la commission parlementaire, à la fois la méconnaissance de ce qu'est la défense était quand même alarmante. On avait 2 députés qui connaissaient la défense à l'époque, et ça ne va pas s'améliorer avec la fin du service national. On a quelques députés qui viennent du monde de la défense ou du monde militaire aujourd'hui, et c'est très bien. Il faut que ça représente la société civile dans toutes ses composantes. Et c'est quand même un enjeu très très fort, cette culture. Tu parlais de culture industrielle, culture de ce qu'est la défense. On n'est pas en train de vendre, j'ai rien contre les yaourts, mais c'est pas des yaourts, c'est pas des automobiles, c'est pas de l'énergie, c'est autre chose. Revenons sur ce fameux 3e programme de coopération et l'entreprise Kendes. J'ai quand même le sentiment, en ayant lu le dossier de préparation de ce DST, que on ne parle pas de la même chose. Pourquoi KNDS allemande, c'est l'entreprise conquérante, et pourquoi KNDS France, c'est l'entreprise qui court derrière l'entreprise conquérante, avec quand même des marges de manœuvre beaucoup plus réduites. Comment expliquer cette différence ? 4500 chars à l'export, 500 chars à l'export. Déjà par le chiffre. Ça te va comme réponse, c'est un bon début. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres... comment dire ? Il y a tout un écosystème côté allemand. Il y a une solidarité c'est là-dessus industrielle, que je mets l'accent. État, Bundeswehr, avec des acteurs qui sont très offensifs. Rheinmetall. Krauss-Maffei, je ne pense pas qu'il soit de mauvaise foi. Donc KNDS Allemagne par rapport à KNDS France, j'ai pas le sentiment d'une mauvaise foi de la part de KNDS Allemagne. Il y a une volonté de coopérer avec son partenaire français. Est-ce que tout le monde était heureux d'avoir un mariage avec les Français ? Pas plus que du côté français. On y est, pourquoi pas ? Mais on a Rheinmetall qui ne voit pas pourquoi ils abandonneraient des parts de marché, la répartition en termes de charge industrielle au profit des Français contre rien. Alors, Rheinmetall, éclairons le théâtre, c'est un très gros dans le système allemand. Très belle entreprise. Beaucoup plus gros que KNDS Allemagne. Plus diversifié. Plus diversifié, donc ayant plus de pouvoir d'influence. Pas forcément, mais en tout cas, qui parvient sur fonds propres à proposer un char de combat sur le marché des chars en concurrence de Krauss-Maffei. Alors que nous... nous, on est au Charles Leclerc et on ne bouge pas, on le rénove. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui est investi dans le Charles Leclerc. Le but, c'est l'amener à 2040, gentiment, en suivant la feuille de route, pour qu'en 2040, le successeur, MGCS, qui aura un joli nom s'il existe un jour, soit le futur char de l'armée française. Ça, c'est la feuille de route. Sauf que 2040, c'est de la science-fiction. Les Allemands construisent aujourd'hui du Léopard à tour de bras. Ils exportent dans toute l'Europe du Léopard A7 et bientôt du Léopard A8. Des chars qui vont rester en service, comme tu l'as dit, 40, 50 ans. Et ils vont saturer, ils ont déjà commencé, ils vont continuer à saturer le marché de chars Léopard. Et même l'Allemagne va s'équiper, commence à en construire et va construire des séries complémentaires, des Léopard 2 A8, tout neufs, qui vont être en service pendant 40 ans. On est en 2025. Pourquoi racheter un autre char dans 15 ans quand j'ai mes usines qui tournent à plein régime pour fabriquer du Léopard 2 A8 et que mes partenaires au sein du club Léopard sont tout à fait partants pour faire un Léopard 3
ensemble, 14 pays, alors peut-être pas tous, mais c'est une force de frappe, un marché qui est conquis d'avance. Pourquoi partager le gâteau avec des Français qui ont réussi à exporter 500 chars et dans la légende urbaine ont perdu des milliards dedans, ce qui est faux. Là, tu nous parles d'un écart de 15 ans. Tout à l'heure, en 1982, tu nous parlais d'un écart de 10 ans. Donc, en fait, on est en train de renouveler exactement la même erreur d'analyse sur le même écart de besoins calendaires. Mais tu mets le doigt, Arnaud, sur un point qui est fondamental, c'est où sont les analystes au niveau étatique ? On a de moins en moins d'analystes. Ils sont très bons, ceux qu'on a. Mais ils s'intéressent aux Nord-Coréens, ils s'intéressent aux Russes, ils s'intéressent à ce qui se passe en Afrique. Ils sont pris par nos sujets stratégiques de souveraineté, d'intérêts vitaux. Aller surveiller ce que font les Anglais, les Américains, les Allemands, on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui. On n'a pas les moyens peut-être matériels, mais on n'a pas les moyens intellectuels, parce que peut-être que tu montres du doigt un angle mort de l'analyse des confrontations économiques entre alliés. Et il faudrait peut-être profiter de l'intensification et de la brutalisation de ces processus à l'œuvre et que tout le monde peut constater depuis une période récente et que nous analysons depuis très très longtemps. C'est pas un changement de nature, c'est un changement d'intensité. Et peut-être que ce que tu évoques, ne pas analyser qu'on est en train de vivre ce qui s'est déjà passé en 82-83 et que les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, on risque de se retrouver dans la même manière, c'est-à-dire un projet qui, pour finir, on va constater « Ah, mais il n'aboutit pas », et en même temps, une entreprise allemande sature le marché avec un autre produit allemand. J'y reviendrai plus tard, mais ça me fait penser quand même... Là, on parle des chars, mais il y a quand même eu d'autres projets franco-allemands qui n'ont pas du tout fonctionné. Mais j'y reviendrai après. Alors, tu as tout à fait raison, Arnaud, de mettre le doigt à la fois sur ce décalage calendaire, mais tu parlais de brutalisation. On n'a pas les chiffres. Quand Trump tape du poing sur la table en disant « j'ai mis 500 milliards en Ukraine », il y a un débat de chiffres. Mais d'où il y a un débat ? Qui tient les comptes ? C'est pareil pour les marchés d'armement, c'est pareil pour les ventes à l'exportation, c'est pareil pour les budgets. Qui supervise tout ça ? Alors, je suis ravi d'avoir travaillé sur ces thématiques, y compris pour des acteurs institutionnels, avec mon cabinet. C'est pas normal que ce soit un cabinet privé qui fasse ça pour la France. On devrait avoir une structure nationale. Alors, j'ouvre un sujet sur lequel on reviendra peut-être. Il y a 35 ans, le projet Diamant, qui était un projet de coopération entre toutes les entreprises industrielles françaises d'armement et les institutions françaises, qui visait à mettre ensemble dans un pot commun une structure de veille et d'analyse sur les marchés d'armement internationaux, tant pour alimenter le renseignement militaire sur la dimension des parcs de matériel, en complément de ce que faisaient les militaires, mais d'alimenter aussi sur les parcs dans une vocation export, de la veille concurrentielle, de l'analyse, de la R&D. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce projet ? Ce projet, j'ai le rapport à la maison, j'ai sorti ça d'une archive. La conclusion, ça a été, on ne peut pas le faire au niveau étatique, ça ne marcherait pas. On ne peut pas le faire entre industriels parce qu'on se déteste. Il faudrait limite monter une boîte privée dont on serait tous un peu actionnaires et qui mettrait ça en place. Mais ce que tu dis, le projet Diamant, moi, à mon petit niveau, quand j'étais salarié de Défense Conseil International, justement... Et qui était partie prenante. Je me souviens d'une réunion organisée par la Direction des Relations Internationales de la Délégation Générale à l'Armement, qui avait réuni autour d'une table différents représentants d'industriels, qui étaient plutôt des cadres moyens, qui n'étaient pas des cadres dirigeants, pour voir si il était possible de concurrencer Jens, le fameux magazine de référence. Et là, j'ai assisté à une réunion qui me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on estimait qu'il était vital de lancer un projet comme ça, mais on était incapable de le finaliser. Et on était incapable de le finaliser d'abord parce qu'il n'y avait pas de vision politique. Enfin, enfonçons le clou dans le cercueil, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'il y ait des politiques qui pensent quelque chose dans ce pays. Et là, visiblement, on les cherchait. C'est-à-dire, quel est le politique français qui a une vision lucide sur tout ce qu'on vient d'évoquer au niveau des différences d'histoire de pays, des différences de dynamique de puissance, des particularités, c'est-à-dire quelle est la vision du politique ? C'est-à-dire le politique français, qu'est-ce qu'on lui demande ?
on lui demande d'avoir une vision stratégique pour qu'il y ait un accroissement de puissance par l'économie, non pas de guerre, mais l'économie industrielle qui fabrique de l'armement. C'est pas du tout la même chose. Et là, moi, j'attends les réponses. Les réponses, c'est quoi? On voit bien qu'on est plutôt en bonne posture dans le domaine aéronautique. On est en mauvaise posture dans le domaine terrestre, char. On a vu les préjugés, on a vu l'absence de culture aussi, sans doute. On a un problème sur le char, c'est qu'envoyer un char en opération extérieure, ça coûte très cher. Donc on envoie des chars légers, on envoie la cavalerie légère, pas les chars lourds. Du coup, les gens qui sont dans les cavaleries lourdes font peu de missions à l'étranger. En termes d'évolution de carrière, c'est pas la même chose. Donc c'est pas forcément eux qu'on retrouve dans les états-majors à très haut niveau. On a un handicap au niveau du char lourd, qui est déjà le simple fait que le char lourd est un char. C'est difficile à manœuvrer, c'est difficile à envoyer à l'étranger. Et pour le coup, c'est pas très intéressant en termes de carrière militaire. Et tous les préjugés qu'on a vus au niveau financier, ce traumatisme Leclerc, font que mis bout à bout, ça n'intéresse pas les gens en France. Qui parle du char en France? Il faut aller voir Blablachar, génial, Blablachar. Il faut aller regarder les travaux de Marc Chassian, avec lequel je bosse, super. OPEX 360, FOB, qui parle du char au niveau étatique? On en parle peu, en tout cas insuffisamment. Alors, il y a des ardents défenseurs du Leclerc, mais ça passe pas au niveau politique, parce que c'est pas sexy. À Rafale, c'est sexy. À César, regardez comme ça marche formidablement bien. À Leclerc, on le montre pas beaucoup. Pourtant, il a fait des OPEX, il est parti au Liban, on a fait des choses, il est parti au Kosovo, on a fait des choses très très bien avec. Il faut avoir en tête que le marché des chars est un marché en croissance. Tout le monde dit le char est mort, c'est fini, ils sont massivement détruits en Ukraine. Tous les systèmes sont détruits en Ukraine. C'est des camions, c'est des blindés, c'est des véhicules légers, c'est des systèmes d'artillerie, c'est des postes de commandement. Tout est détruit, et évidemment des chars. Les chars sont à la pointe. Mais il n'y a ni plus ni moins de destruction de chars en Ukraine que sur un autre champ de bataille proportionnellement aux autres équipements. Sauf que c'est du char qu'on aligne, parce que c'est ça qui va permettre d'encaisser le choc. C'est le fer de lance des forces terrestres. Oui, mais on en revient à la case départ quand je parle La culture. De vision politique. Il y a déjà la comparaison culturelle. Visiblement, on ne la fait pas. J'entends des propos anti-allemands côté souverainiste et côté non-souverainiste, j'entends une sorte de galimatia pro-européen sans qu'on ait vraiment pris en compte toutes ces contradictions, qui sont des contradictions qui ne sont absolument pas négligeables. Donc on voit bien, on n'est même pas unijambiste, on n'a pas de jambes. Les Allemands ne perdent pas de vue l'envie de reconstituer une industrie aéronautique militaire compétitive avec comme première étape et spatiale, on va y venir, en pillant le savoir-faire de Dassault et comme par hasard, en pillant le savoir-faire de Dassault, en proposant le SCAF, ce super avion qui ne verra jamais le jour, mais parce qu'en particulier, Dassault ne veut pas se faire piller, alors que j'ai cru comprendre que dans la tête d'un Emmanuel Macron, où est le neurone d'alerte pour dire « Achtung Minen, camarade » il faut redescendre sur Terre. Tu n'es pas simplement sur un effet de manche mité version Louis XIV. Tu es sur quelque chose de responsable, de sérieux. Donc là, visiblement, c'est pas le cas et on a un vrai problème. Alors, pour avancer sur cette histoire de programme MGCS, comment ça va se terminer, cette histoire? Parce que tous les programmes précédents ont échoué. Ça va se terminer comme ça a commencé. Ça commence en 2012, à un moment donné où les Allemands n'ont plus que 240 chars, dont la moitié est incapable de rouler sur le champ de bataille, et les Français ont 250 chars. C'est un peu comme Renault-Nissan, c'était une fenêtre de tir. On est à peu près au même niveau. Le char, c'est pas un sujet. On est en 2012. Pourquoi pas une coopération franco-allemande? Ça intéresse pas grand monde non plus côté allemand. En 2012. Et puis 2014, l'Ukraine. Et puis Krauss-Maffei, qui n'exporte quasiment plus à ce moment-là, commence à réexporter parce que ces matériels d'occasion deviennent intéressants et ils vendent en parallèle du matériel d'occasion et du char neuf. Les ventes repartent. On a un contexte géopolitique qui se dégrade. Et soudain, il y a un déséquilibre patent entre la France et l'Allemagne, qui a toujours été là,
Mais on l'a voulu l'ignorer en 2012 quand on a lancé MGCS. Faute de chiffres. On regarde la France et l'Allemagne, on ne regarde pas ce que l'Allemagne a vendu et les communautés qu'elle a construites autour du char à l'international. Et là, on en revient à ton projet Diamant. C'est-à-dire que si on avait eu un projet Diamant réalisé, c'est-à-dire que si dans le cerveau non reptilien du système de l'industrie militaire française, on commence à comprendre qu'il serait un peu temps de faire de l'intelligence économique, un peu temps de pas simplement en faire une sous-direction à DGA, mais une direction stratégique majeure du ministère des Armées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, monsieur Lecornu. C'est pas tout à fait, même si on peut souligner les efforts de l'actuel DGA qui, on peut dire, essaie de secouer les branches comme il peut, il n'empêche que on n'a toujours pas de direction stratégique majeure au niveau du ministre des Armées pour aller dans le sens que tu dis. Ça n'existe pas. Et je n'ai pas le sentiment que ni M. Macron, ni M. Lecornu aient inscrit ça dans leur future feuille de route pour les 2 années qui restent à vivre dans le quinquennat Macron. Donc on a un problème grave dont personne, bien entendu, ne s'émeut, et en particulier, encore moins, dans les médias, ni chez M. Merchet au journal L'Opinion, et encore moins sur les spécialistes de chaînes d'infos continues. Donc il y a un problème. Alors, il y a un problème, mais il y a aussi un problème, je pense, on revient à cette illusion, hein. La coopération européenne, elle n'est pas que franco-allemande. Laissons les industriels, ils le font déjà, coopérer avec d'autres industries, d'autres pays européens. Le char franco-allemand aurait pu être un char italo-suédo-français. Enfin, pourquoi aller systématiquement chercher les Allemands ? Parce que c'est l'épine dorsale de cette Europe que l'on veut construire. C'est pas du tout pragmatique, c'est idéologique. Il y a des coopérations qui fonctionnent très bien en tandem ou avec en coopération avec plusieurs pays européens au niveau industriel, et ça fonctionne. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet. Il ne faut pas faire de feuille de route. Il faut donner les moyens et les ressources et donner des objectifs clairs. C'est-à-dire que les programmes de défense, il ne faut pas en faire une variable d'ajustement. Il faut avoir de la visibilité pour les industriels. Il faut avoir des échéances qui soient claires. On a un enjeu de plan. Aujourd'hui, on n'a pas de plan. On s'aperçoit qu'on est peut-être... je ne crois pas qu'on soit un jour lâché totalement par les Américains, mais on est un peu en roue libre là quand même. Hein. Et là, on fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais lancer un programme d'équipement pour remplacer les C-130 américains, mais combien de temps ça prend ? C'est 5 ans, c'est 10 ans. Et là, tout le monde se dit, on est en 1938, non, mais ça va se calmer. Ça va se calmer. Hein ? Pourquoi mettre de l'argent sur la table maintenant ? Ça va coûter une fortune. Je vais perdre les prochaines élections. Si je mets cet argent-là, ça va s'apaiser. Et puis on est en 39 et ça s'apaise toujours pas et ça chauffe. Et là, on va dire, merde, c'est trop tard. Et donc, il y a un enjeu, là, maintenant, de se penser en faisant abstraction des dividendes de la paix. Et donc, tu parlais d'économie de guerre. C'est pas une économie de guerre, c'est une économie de résilience. C'est-à-dire que je dois pouvoir affronter toutes les éventualités. Et pour ça, j'ai besoin d'un tissu industriel dynamique. Et ça veut dire avoir une vision de ce qu'est la guerre économique du temps de paix, avoir une vision de ne pas confondre l'économie de guerre et l'économie de production de matériel militaire, ce qui n'est pas du tout la même chose, et la compétition qui va derrière, et les systèmes d'information interactifs et transversaux qu'il faut créer, qu'on n'a toujours pas créé en France pour des raisons qui m'échappent, et c'est là où on retrouve toujours les éternels constats d'inertie, de refus de changement, de croyance dans des systèmes qui sont complètement obsolètes et périmés, mais qu'on continue à faire vivre parce qu'il y a c'est même pas une autosatisfaction. Il y a, je sais pas comment qualifier ça. On ne veut pas voir ce qu'on est en train d'expliquer. Ça n'existe pas. Prendre en compte les systèmes compétitifs à l'intérieur de l'Europe et aller dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire, oui, laissons justement les industriels créer des partenariats croisés avec des finalités marchandes, mais aussi des finalités liées aux intérêts de défense, cette combinaison-là, elle est essentielle. J'ai pas le sentiment, en voyant la manière dont le faux couple franco-allemand, totalement illusoire dans l'esprit de la diplomatie française,
qu'il ne faut pas oublier au passage, et le rôle néfaste qu'elle joue sur ce terrain-là, dans le refus de voir les choses. Parce que le refus de les voir des choses, c'est quoi? Faisons le bilan. Quand les Allemands achètent du matériel militaire hors contrat de coopération franco-allemand, ils achètent français quand les produits sont sur étagère en France? À une seule condition, c'est qu'ils soient dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire quasiment jamais. Donc la réponse, elle est intéressante. Très bon exemple. Le KF 51, le char, le Panther proposé par Rheinmetall, donc sur fonds propres, ils voulaient un chargement automatique dedans, comme le Leclerc. Il n'y avait pas au niveau allemand. Ils sont allés voir qui? Un pays asiatique non déterminé. Ça s'appelle la Corée du Sud. Enfin, je suis persuadé que c'est la Corée du Sud. Pas satisfait des délais du transfert de technologie, eh bien, ils ont lancé un développement dans leur filiale suisse, chez Oerlikon, qui est une filiale de Rheinmetall, pour faire un chargement automatique allemand. Donc ils ont mis l'argent sur la table. Ils sont surtout pas allés voir Et le comble, la solution tu française. sais qui a inspiré le chargement automatique coréen? C'est le chargement automatique du Leclerc qui a été benchmarké par des ingénieurs coréens qui ont été invités en France. La boucle est bouclée dans ce que j'appelle le cynisme et la lucidité qui en découle. Mais progressons un peu sur ce terrain-là. Parce que on voit bien quand même, quand on soulève le capot du moteur, que ces problèmes qui tombent en cascade, avec toujours les mêmes bilans, incapacité de créer une ingénierie d'information stratégique pour avoir une politique d'accroissement de puissance par l'économie, en particulier dans le domaine de la production militaire. Et là, je ne parle pas de l'économie de guerre. Je ne vais pas de nouveau jouer au cabri. Je parle, qu'est-ce que c'est qu'une industrie de fabrication de produits militaires compétitive, c'est-à-dire qui exporte, c'est-à-dire qui crée des réseaux à l'extérieur. Alors, si effectivement, comme tu nous l'as dit, on se limite à la réussite de la famille Dassault et à la fabrication du canon César, et après, on passe aux Fouquet's et on s'en jette une lame, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Faut un peu plus quand même de travail, de sérieux, de persévérance et surtout d'évolution par rapport aux inerties qu'on commence très clairement à identifier. Alors, justement, pour ne pas subir un nouveau traumatisme, qui serait le traumatisme non plus du Charles Leclerc, mais du projet MGCS, qu'est-ce que tu suggères pour sortir de ça? Alors, je pense que c'est une réponse à ce que tu viens de dire, et pas uniquement une réponse à MGCS. Il y a le sentiment qu'en France, quand un industriel veut se positionner sur un projet de production d'un armement, la France regarde son niveau d'équipement, ses besoins à elle, et dit « mais on n'a pas la masse critique chez l'industriel. Vous ne serez jamais rentable en fabriquant 300, 400, 1000 de ces systèmes. » Oui, mais il y a l'export. Mais arrêtez, on sait bien qu'on n'arrive pas à exporter. On n'est pas américain, on n'est pas allemand. Donc non, on va faire une coopération, histoire d'avoir la masse critique. Et on met quelque part en concurrence l'industriel français qui aurait pu aller chercher des marchés export, qui aurait pu trouver des partenariats. On le met de facto en compétition avec le partenaire qu'on lui a choisi pour faire un problème de coopération. Alors, malgré le contre-exemple du Rafale. Bien sûr. Mais c'est comme s'il n'existait pas, en fait. Mais l'État, pendant longtemps, n'a pas eu confiance dans Dassault. Je te rappelle qu'on a perdu le contrat marocain parce que l'État français a fait une offre concurrente de Dassault au Maroc, sur du Rafale. C'est-à-dire, il y a eu 2 offres françaises, une étatique et une industrielle. Elles étaient concurrentes. Et le Maroc a dit, non, désolé. Donc, on a été assez, entre guillemets, sous-doué pour faire une proposition concurrente étatique d'un côté et privée de l'autre et perdre le contrat au Maroc. Ça, c'était au moment charnière, président Chirac, président Sarkozy. On est 20 ans plus tard. J'ai bon espoir, vu les personnes aujourd'hui en poste, notamment à la DGA, que ça se passe différemment aujourd'hui. On est dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Mais on est dans du pragmatisme de pays qui n'a plus les budgets. Il ne faut pas l'oublier, on est un pays pauvre du point de vue de la défense. Et on a ce sentiment-là que l'État va évaluer finalement la capacité de l'industriel à trouver la masse critique en termes de marché en se disant on ne va pas y arriver, ça va être compliqué, allons coopérer. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice. On n'a pas
tu avais travaillé sur les modèles d'intelligence économique japonais ou américains. On n'a pas l'Advocacy Center, on n'a pas ces outils-là qui vont nous permettre de lister les marchés export stratégiques et d'avoir tous les moyens privés et publics coordonnés pour choper tel et tel marché. Parce qu'on en a besoin pour atteindre ces masses critiques dont on a besoin. On a un manque de confiance, on vit sur des traumatismes, on vit sur des séries de plans sociaux dans l'industrie d'armement terrestre, alors que c'était des très belles boîtes, des gens très compétents, on a des belles technologies, et aujourd'hui on a des très beaux équipements et systèmes qui sont proposés. Mais il y a ce problème de coordination, on n'y croit pas, et on n'y croit pas parce que certains ne veulent pas y croire, ou n'ont même pas connaissance de ces compétences-là. Un point qui est intéressant aussi, on parlait d'intoxication de nos élites. Il y a 2 programmes qui sont lancés au niveau du Fonds européen de défense, suite à des appels à propositions lancés en 2023. Il y a 54 projets de défense, de cyber, de combat terrestre, aérien. Bon, parmi ces projets, il y en a 2, Marte et FMB Tech, qui sont 2 projets qui concernent le char de combat. Et on a fait 2 groupes d'industriels. Le premier, c'est Marte, 47 acteurs. On trouve tous les acteurs du char européen. Tous. Rheinmetall, Krauss-Maffei, Patria qui fait du blindé, Bofors qui fait de l'armement, Kongsberg qui fait de l'armement en Suède, Iveco Leonardo pour l'Italie, FNStal, John Cottrell, très belle boîte John Cottrell. Ça, c'est tous les industriels qui comptent dans le domaine du char. Tous, sauf les Français. Il n'y a pas un Français. Deuxième équipe projet, on a Nexter, Thales, Arcus, MBDA, Safran, tous les Français, et autour d'eux, des cabinets conseils, des centres de recherche très généralistes, des labos d'université. On a une entreprise slovaque, qui est la seule qui a des vraies compétences dans le domaine armement terrestre. Tous les autres, c'est des boîtes qui s'intéressent aux communications par satellite, au command and control. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le système de systèmes. C'est là que finalement on va retrouver les Français. Donc MGCS sera un système dans lequel, où les Français seront partie prenante, dans lequel il y aura un char allemand. Patrick, quand on fait la liste des projets franco-allemands qui ont échoué, donc le système d'artillerie franco-allemand CIFS, le projet de modernisation des hélicoptères Tigre, le MAWS, qui était un avion de patrouille maritime, qui a été un échec. Le projet de 1981, qui est un échec. Le char franco-allemand, qui est en train de se transformer en char allemand. Donc en termes de coopération, c'est aussi un échec. Donc quand on fait le bilan de tous ces échecs, et que, d'après ce que tu nous expliquais tout à l'heure, en fait, les causes sont à peu près toujours identiques. Mais moi, je m'interroge, c'est pourquoi est-ce que on renouvelle toujours les mêmes processus qui conduisent aux mêmes échecs. On est un peu comme si on avait un pattern psychologique spécifique qui nous envoie toujours avec le même type de partenaire toxique qui nous impuissante et nous lâche au bout d'un certain temps. Parce qu'on n'a pas parlé des projets franco-allemands qui sont devenus des projets germano-italien ou germano-espagnol, ce qui est encore un autre sujet. Alors, il y a 2 réponses. La première, on l'a déjà évoquée, elle est culturelle. Et par rapport à ce qu'on a dit préalablement, j'ajouterai une dimension, c'est que pour les plus anciens, il y a ce manque de confiance que j'évoquais. Et pour les plus jeunes générations de gens qui sont tout simplement au niveau institutionnel, l'armement en général, c'est un truc de boomer. C'est has-been, c'est pas propre. On préfère un armement qui fait boom qu'un armement qui fait flop. Parce que l'armement n'est pas un enjeu pour ces générations-là. Les entreprises n'ont pas beaucoup de mémoire, les populations n'ont pas beaucoup de mémoire. On n'est quand même pas nombreux à faire des références quand on parle d'industrie d'armement en 2025 à la Seconde Guerre mondiale ou au caméralisme luthérien qui est né il y a 450 ans. Cette profondeur de champ, tout le monde ne l'a pas, et ceux qui l'ont sont rarement au pouvoir parce qu'on est inaudible et on n'intéresse personne. La deuxième dimension, au-delà de cette dimension culturelle, la deuxième dimension, c'est que chaque génération d'acteurs qui sont aux commandes au niveau politique veut sa coopération. Regardez, j'ai contribué à la construction européenne. Qu'est-ce qu'on a en stock ? Eh bien, écoutez, je vais faire ça. L'industriel n'est pas d'accord ? Ta gueule. L'opérationnel dit qu'il a des besoins là, maintenant, eh bien, on va retarder, en plus, ça fera des économies. Et donc, on a cet enjeu de pouvoir montrer quelque chose à la face du monde. C'est la façade que je veux représenter, je coopère au niveau européen. Je dis pas que c'est mal, la coopération européenne.
J'y crois énormément, mais elle doit être beaucoup plus pragmatique. Et elle ne doit pas venir du sommet sur une discussion de comptoir ou sur une nappe de restaurant. Elle doit venir parce qu'il y a une vraie connaissance du marché, des enjeux, une réalité constatée et analysée par l'ensemble des parties prenantes du renseignement, de l'industrie. Et on revient à cette histoire de projet Diamant. Il y a cette notion de stratégie à déployer. L'État stratège, eh bien, je suis désolé, mais là, l'État stratège, on commence à le sentir parce qu'il est au pied du mur. Il aurait été stratège, il aurait évité le mur. Moi, je voudrais aborder une autre notion, parce qu'en fait, depuis le début de notre podcast, même si tu as dit tout à l'heure, Patrick, que l'armement, ce ne sont pas des yaourts, en fait, on le traite comme si c'était des yaourts. C'est-à-dire qu'il y a un angle mort dans notre propre analyse qui est que l'armement, c'est une activité doublement particulière. Première dimension, c'est que son coefficient keynésien, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le coefficient keynésien ? C'est-à-dire l'effet multiplicateur quand un emploi est créé dans la filière de l'armement, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'économie ? Et donc, c'est une industrie très particulière parce qu'un emploi dans l'armement, c'est à peu près 2,3 à 2,7 emplois induit. C'est-à-dire le coefficient multiplicateur de l'industrie de l'armement, il est entre 2,3 et 2,7 en fonction des années. Donc, c'est-à-dire quand on crée un emploi dans l'armement, en fait, il y en a 2,5 qui sont créés. Donc, en période de crise et de chômage de masse, c'est une question à intégrer. Et peut-être que les acteurs de l'armement devraient-ils davantage communiquer sur ces sujets-là ? Alors, ils le font. Hein. Tu prends les fédérations, le G4 en particulier, chez Ramon Clerc, ils sont très bons, très motivés, très mobilisés et ils grattent toutes les portes chaque fois qu'il le faut. Tu as le GIFAS et le GICAN également, qui sont de très belles structures. Le problème n'est pas tant là aujourd'hui, dans la démarche qu'eux font, mais dans le manque d'écoute. Au niveau parlementaire, le nombre de députés qui viennent écouter, qui viennent rencontrer, se compte sur les doigts d'une main. C'est des gens qui, pour certains, j'ai rien contre, oui, Patrick, ils n'ont pas fait leur service militaire. On vit le même traumatisme par rapport à la démarche d'intelligence économique depuis 30 ans. C'est-à-dire, je vais être encore une fois un peu provocateur, mais c'est mon rôle. Tant qu'on n'aura pas envoyé l'Assemblée nationale pendant 6 mois en stage intensif en Corée du Nord, on ne progressera pas. Ces gens-là ont besoin vraiment de subir un choc traumatique pour changer un peu de posture. Parce que oui, je pense qu'on y est au choc traumatique. Ah, là. Mais non, ça suffira pas. Malheureusement, ça suffira pas. On a, et il faut voir les choses, oui, de beaux instruments comme le J4, le GIFAS, et des instruments, on peut dire, qui regroupent tous les acteurs des professions évoquées, mais on sait très bien que ces instruments-là parlent d'abord et avant tout à leur propre environnement. Oui, mais du coup, ça génère un manque d'attention, un manque d'écoute, mais qui se traduit par une sclérose quelque part. Il y a un enjeu, c'est de donner aux industriels une vraie opportunité d'aller chercher des partenaires là où ils sont. Et ils ne sont pas forcément en Europe, d'ailleurs. Tu notes bien, quand je dis J4, GIFAS et le troisième, et GICAN, ils parlent à leur environnement, ils ont les efforts nécessaires pour se faire entendre, mais pas au-delà. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu parlais de Mittelstand, d'ancrage territorial. Tant qu'on n'aura pas en France un début de réflexion collective pour travailler au niveau de ces fameux ancrages, il est grand temps de faire le bilan des manufactures royales, de ce que ça a apporté et aussi de leur échec fondamental sur les ancrages territoriaux. Alors tu vas me dire, oui, mais à Bourges, il y a encore des implantations, des restes de tout ça. Mais c'est des logiques de défaut, c'est pas des logiques dynamiques. Il y en a qui résistent tant bien que mal parce que l'empreinte a été très forte. Enfin, ce qu'il y a à Bourges, ça a été démonté d'ailleurs. Je vous rappelle le livre blanc de la défense nationale de Nicolas Sarkozy, qui démonte le LRBA pour le faire venir à Bourges. La base de départ, c'est tant que les organismes dont tu parles ne feront pas l'effort de cibler les territoires, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire, c'est pas simplement leur environnement. Parce qu'on a quand même une vieille tradition en France, rappelons-la, sous la 4e République, chaque arme
faisait son lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour les logiques de crédit. C'est-à-dire que on ne se battait pas sur le drapeau France, on se battait sous le drapeau armée de terre, armée de l'air, marine, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien, aujourd'hui, on a malheureusement gardé les scories un peu de ça, et on n'a pas réussi pour l'instant, et là j'en reviens à ce que tu disais au niveau politique, à avoir des politiques sur des logiques de territoire prêts à rentrer dans cette dynamique. Alors, je ne veux pas être tout à fait pessimiste, parce que grâce à l'intelligence économique, grâce même à des travaux qu'on fait ici au CR 451 de l'EGE, on commence à identifier au niveau de certains territoires français des groupes de personnes qui ont envie de parler de ça. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ça ne vient pas de l'appareil d'État. Ce n'est pas l'appareil d'État qui nous amène des interlocuteurs de ce type-là. Ça vient du terrain. C'est-à-dire qu'on commence à entendre dans certaines zones territoriales françaises, des voix qui s'élèvent pour enfin faire du transversal, pour enfin commencer à essayer de faire converger des idées ou des réflexions pouvant aller vers une prise en compte de l'effet Mittelstand allemand. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et ça, c'est une première voie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne suis pas sûr qu'on parviendra à créer systématiquement du Mittelstand à la française. Et c'est peut-être pas la clé d'un sujet de coopération, de souveraineté à l'échelle européenne ou française. C'est un fondamental en termes de résilience, par contre. Tout à fait. La clé, pour moi, elle est à l'export. Le fait d'avoir en tête que la coopération européenne prime et qu'au sein de cette coopération européenne, elle est forcément franco-allemande, on ne s'autorise pas à aller parler aux Suisses, aux Suédois. Alors les Polonais nous ont un petit peu envoyé promener, puis ils bossent avec les Coréens. Mais allons parler aux Coréens, allons parler aux Américains en direct. Il y a eu des programmes d'acquisition de coopération franco-américains sur des systèmes de transmission, souvenons-nous de RITA, oui, bien sûr, ou sur d'autres solutions. Aujourd'hui, on a la clé des MGCS, côté français, c'est le système d'armes. RITA, rappelons-le, c'est quand même le système inventé en France Thomson CSF, de communication qui a été vendu à l'armée américaine. Bien sûr. Ce qui est quand même une très belle victoire commerciale, export, et ce qui est une reconnaissance par les États-Unis d'Amérique d'un savoir-faire technologique français fondamental. Et on a failli vendre du César aux Marines. Faut pas l'oublier. On a été piégé par les industriels, mais c'est toute une histoire un peu longue sur laquelle nous reviendrons. Mais la clé aujourd'hui, c'est le système d'armes du futur char européen, franco-allemand, peu importe. KNDS France a un système d'armes 140 mm qui est perçu par certains comme étant une évolution du canon de 120 mm du Leclerc. Il est un peu plus gros, il fera un peu plus mal. Mais en fait, pas du tout. Il est surcalibré parce qu'il permet de tirer énormément de munitions et de modules très différents. On peut tirer des munitions planantes, on peut tirer des missiles, on peut tirer des systèmes qu'on n'a même pas encore développé aujourd'hui. On est sur quelque chose de très, très intéressant du point de vue technologique. Et la répartition qui a été faite au niveau de MGCS sur les différentes parts du projet, la plateforme est aujourd'hui allemande. Ça, c'est clair, c'est définitif. Le système d'armes, il sera soit français, 140 mm, soit allemand, 130 mm de Rheinmetall. Rheinmetall, aujourd'hui, propose déjà un char 130 mm sur les marchés export. Il le propose en Égypte. Là, l'Italie, qui a demandé un petit peu trop d'adaptation du Léopard de KNDS Allemagne, eh bien, KNDS Allemagne a dit non, on ne peut pas trop vous donner en termes de transfert de charges de travail et de coopération. L'Italie a claqué la porte. Qui est allé la voir tout de suite ? Rheinmetall, qui propose de customiser le Panther, le char de Rheinmetall développé sur fonds propres, de le customiser pour que Leonardo, l'industriel électronicien italien, puisse y mettre ses équipements dessus. Eh bien, si demain on a un char en Europe avec un canon de 130 mm, on enterre le 140 mm. Et aujourd'hui, on attend 2040. On ne veut pas développer une tourelle et la mettre sur nos Leclerc. C'est pas qu'on veuille pas. Et le général Schill a été clair. Il veut pas un char de transition. C'est-à-dire une version modernisée du char Leclerc d'ici 2040. Modernisé il y a, mais pas modernisé avec quelque chose d'aussi lourd en termes de modernisation qu'un système d'armes. Donc on attend. Cet attentisme va tuer le 140 mm.
Et c'est là où on voit bien un problème de réflexion collective. De budget, mon général. Si le général Schill avait les moyens, je suis sûr qu'il aurait dit autre chose. Alors, à propos de budget, moi, j'ai une question. D'accord, ça c'est important. Ah, mais on ne se connaît pas personnellement, hein, mais tu n'hésites pas. Il est redevable de sa position par rapport au budget de la défense. Il ne peut pas dire, mais bien sûr, on va faire du 140 mm, évidemment, si l'argent n'est pas là. Et l'argent, il est à Bercy. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui ? On part dans tous les sens. On est en train de développer des drones suicides. On arrive à des tarifs. Très bonne vidéo de Javier Titelman sur les drones. On est entre 12 et 20 000 euros le drone suicide. Les Ukrainiens sont à 300 euros. On veut absolument faire des trucs qu'on ne sait pas faire et le faire à notre façon, avec un programme, avec des équipes, avec des normes extrêmement élevées, avec des coûts qui sont monstrueux. Il y a une blague qui circule qui dit qu'un ingénieur de l'entreprise ne se déplace pas à moins de 20 000 euros. Donc, à partir du moment, comment va-t-il construire des drones à 300 euros ? Alors, on a des startups qui savent le faire. Oui, non mais... Je parle des je parlais pas des startups, je parlais de l'ingénieur, de la grosse entreprise. Il faut acheter leurs produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement les faire venir sur un salon pour dire « Ah bravo, chère startup, on va vous en prendre 100 à 300 euros ». Il faut un programme sur 5 ans pour les faire monter en puissance et leur dire « Mais c'est quoi les marchés export que vous visez ?» Ah bon, c'est le Brésil ? Eh bien écoutez, on va vous appuyer et on va vendre avec vous au Brésil. Et c'est pas, ah ouais, mais si on vous aide, vous allez être en concurrence avec telle autre boîte française, et on se tire dans les pattes les uns les autres sur un espèce de principe d'égalité. Voilà, c'est le consensus mou. On peut pas aider davantage une entreprise qu'une autre. Et donc, c'est délicat. S'il n'y a pas un programme français préalable, avec un appel d'offres, des compétitions, quelqu'un a gagné, là, on va pouvoir l'aider parce que c'est légitime. Eh bien, on tue nos startups à petit feu, en fait. Et ce principe d'égalité, on sait très bien que c'est l'explication de l'échec de beaucoup de projets qui ont vu le jour. Je pense au pôle de compétitivité, par exemple, où on aurait dû, théoriquement... Les 32 technologies critiques de Clinton qui sont devenues 112 technologies critiques en France, c'est ça ? Voilà. Déjà ça, on n'a pas voulu parce qu'il fallait arroser dans tous les sens pour des raisons, encore une fois, de compromission électorale, de petits accords entre amis, dans l'entre-soi, alors là, qui peut être local et pas que national. Et on est incapable de dépasser ce cap-là. Et surtout, bien entendu, on ne l'évoque pas parce que ça fait trop mal. Et on retombe sur... nos inerties, telles qu'on les a dénoncées depuis le début de ce DST7, et ça pose vraiment un problème de fond. On fait du surcontrôle, Christian. Regarde les critères ESG qui ont fait débat en 2022. On s'est réveillé en disant « Ah, mais mon Dieu, que les banques investissent dans la défense, c'est aussi mal noté que le porno et le tabac. » Ah mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ça a duré 6 mois avant que les ONG activistes financés par des anglo-saxons viennent rappeler que non, les critères ESG c'est très très bien et la défense c'est très très mal. C'est mal de faire des canons, c'est mal de faire des chars. Quand on est avec le russe l'arme au pied, la question ne se pose plus. Et ça voudrait dire... C'est les mêmes en plus qui demandent d'aller combattre. Bien sûr. Ça voudrait dire par rapport à ça... des armes américaines. C'est un sujet important que tu soulèves, qui pour nous est un des cas d'école récurrents sur lesquels on travaille. Quand on voit une menace comme ça apparaître, moi je ne suis pas pour dire, comme certains, on est dans un cadre de vassalité et on n'arrivera jamais à le dépasser. Ça c'est Merchet, l'opinion. Non. Le cadre de vassalité, faut réapprendre l'histoire de France à Monsieur Merchet, ça se dépasse. Et même l'histoire même du rapport suzerain-vassalité, c'est le dépassement de ce système. Donc, et je crains que le suzerain en question n'en a rien à carrer du vassal qu'on prétend être. Bien entendu. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que dans un pays comme la France, quand on voit des ONG instrumentalisées par les anglo-saxons pour nous plomber notre compétition à l'export dans l'industrie militaire, il serait normal que l'appareil d'État active une force pour contrer ces ONG. Alors, pas en coulant le Rainbow Warrior 4, je précise, c'est pas ça la réponse, mais une force, ça veut dire des gens qui, dans un certain organisme qui touche des très belles primes de fin d'année au sommet de la hiérarchie, oublient un peu le montant de leurs primes et décident de s'assumer comme tel en prenant les risques nécessaires pour servir l'intérêt de la France au poste où ils sont, afin de contrer en matière de renseignement, contre-renseignement,
contre-influence ces ONG afin de les affaiblir. Ça devrait être une de leurs missions premières. Une de leurs missions premières. Ce n'est pas le cas. Oui, puis pour celles et ceux qui nous écoutent, le problème, c'est pas Greenpeace. Hein. C'est pas eux qui sont en face de nous. C'est des ONG quasiment inconnues du grand public qui font du lobbying à Bruxelles, au niveau gouvernemental, qui publient beaucoup, qui influencent et qui sont en fait financées par des fondations anglo-saxonnes qui servent elles-mêmes des intérêts américains. Hein. On est dans le libertarisme, on est dans ce genre de choses. L'enjeu, en fait, et l'État surveille aujourd'hui, hein, est attentif quand même à ça. Et il surveille, mais il réagit pas. On est en démocratie, hein, Christian. Mais tu as du mal à dire à une fondation, une ONG, tais-toi. Mais plus sérieusement, il y a un enjeu. Au niveau politique, sur ces sujets-là, on doit parler vrai. On ne peut pas ménager la chèvre et le chou, dire d'un côté à ces ONG complètement inconnues du grand public, mais qui ont des réseaux incroyables, mais oui, vous avez raison, on va temporiser, on va mettre de l'eau dans notre vin, et en même temps dire, ah mon Dieu, économie de guerre, oulala, vite, où est mon treillis ? Donc il y a un véritable enjeu, c'est parler vrai, dire, voilà la situation aujourd'hui. Sauf que c'est pas bankable du point de vue électoral. On n'est plus dans la démagogie dont on voit les partis extrémistes se gaver en disant votez pour moi et le monde sera merveilleux, on va revenir aux années 80, vous allez voir, c'est formidable. Ça n'existe pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'électorat lui-même est prêt à suivre ? Non. Tu vois la pression des réseaux sociaux, tu vois la démagogie dégoulinante omniprésente, la désinformation, le fait de dire à un citoyen mais non, la décroissance, c'est pas les écolos qui la veulent, tu vas la subir. Tu vas la subir, la décroissance. Mais non, la guerre, c'est pas des mouvements de démocrates américains reptiliens qui veulent la guerre en Europe. Tu vas la subir, ta guerre. Donc, soit tu te prépares, soit tu vas disparaître. Eh ben, ça sera une belle conclusion, je crois, à ce DST7 qui, comme vous avez pu le voir, soulève pas mal de problèmes. Et l'idéal, c'est d'aller vers les solutions. Et des solutions qui permettent justement, enfin, d'arriver à des résultats cohérents. Merci. Nous qui passions sans aimer, sans